Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi et bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition de vos infos TCBH du 14 octobre 2022. En commençant l'émission, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Et sur YouTube, je vous invite d'ailleurs à activer les notifications pour recevoir instantanément un appel pour vous dire que votre contenu, le contenu qui vous intéresse de votre télé communautaire est déjà disponible. Et bien entendu, tout ceci ne coûte rien. Ça ne coûte rien pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ça encourage un contenu local et régional. Cette semaine à l'émission, on va découvrir deux nouveaux outils du service incendie des Basques. On vous présente une nouvelle série télévisée qui va être diffusée sur les ondes de TCBH dès le 17 octobre. Et on vous présente une vue d'ensemble de ce qui s'est dit lors de l'Assemblée des partenaires Cosmos et de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. Si ça a piqué votre curiosité, je vous invite à écouter vos infos TCBH. Comme vous avez pu l'entendre en ouverture d'émission, il n'y aura pas de partie rétrospective cette semaine. C'est pas parce qu'il n'y en a plus, il en reste, mais cette semaine, on avait un contenu assez important à vous présenter, assez riche. On commence bien entendu avec la présentation de deux nouveaux outils du service incendie et sécurité civile des Basques. Ça avait lieu le 6 octobre à Trois-Pistoles. Merci de vous être déplacés pour le lancement de deux outils qui vont être utiles pour nos services incendies du territoire des Basques. Je vous présente à la table d'honneur Bertin Denis, le préfet de la MRC, Sébastien Ouellette, conseiller en développement local et territorial, Luce Lepage, responsable EISI, elle va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, de la Croix-Rouge canadienne secteur des Basques, Denis Lausier, préventionniste et coordonnateur de sécurité incendie pour la MRC des Basques. Bien, merci beaucoup, Madame Sonia. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est bien agréable aujourd'hui de faire cette présentation-là. Nous, ça fait un bout, nous, qu'on travaille là-dessus. On a fait nos devoirs, on a refait nos devoirs, on a refait nos devoirs, parce que c'est beaucoup d'ajustements. C'est le projet qu'on veut vous présenter, l'outil qu'on veut vous présenter, il faut mettre ensemble des forces importantes dans notre société civile, entre autres les pompiers, le politique, le communautaire, etc., etc. Fait que, bon, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, un outil pour la vie. À l'exemple de nos voisins, là, des régions voisines, on voulait avoir une possibilité d'informer nos pompiers subito, presto, au moment où il y a un call, de la présence de gens vulnérables dans les appels d'urgence qui vont leur être
adresser là, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. On espère que ça va se perpétuer, ça va continuer. Les sous, tout le monde se rappelle là, les plus vieux un peu, puis ceux qui ont un petit peu de vécu, là, du Fonds de lutte à la pauvreté. Bon, ça a changé de nom, ça s'appelait PAGIEPS, l'Alliance, ça a 50 000 noms, mais tout ça pour dire que les sous viennent du gouvernement du Québec, du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale. C'est en fonction de... moi, j'appelle toujours ça la misère humaine. Le secteur de la misère humaine, c'est s'assurer que les plus vulnérables aient accès aux mêmes soins que ceux qui sont plus riches, aux mêmes je te dirais, avantages de vivre dans notre société. Ces sous-là viennent de ce programme-là. Puis je pense qu'on a atteint notre objectif avec ce programme. Moi, là, je ne vous parlerai pas des détails de tout ça parce que moi, je suis juste un politicien. Nous, on a les idées, ou on entend les idées, on transporte les idées, on essaye de les faire atterrir à quelque part. Je pense que là, notre job de politicien est fait. On a du monde exceptionnel avec nous qui participe à cette aventure-là, qui vont vous donner les détails, puis messieurs les faux et vrais journalistes, je vous propose de leur adresser ces questions-là. Donc, c'est ça. Après les consultations, puis c'est parti de quand même loin, de plusieurs années. C'est un document qui vient qu'on s'est inspiré de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, on ça, puis on disait quand même c'est intéressant et on a décidé de l'emmener ici. Le but, c'est que les gens à mobilité réduite ou avec des handicaps qui peuvent être un peu, ça soit un peu moins rapide pour en cas d'urgence, là, pour sortir de leur maison, ils s'inscrivent sur ce formulaire-là. Admettons une personne est handicapée en chaise roulante ou peu importe, ça inscrit dans le document qu'on va mettre sur la centrale du 911, ma chambre est au premier étage, première porte à droite. Donc les pompiers, quand ils arrivent sur une intervention, la centrale leur dit la personne est au premier étage, première porte à droite, et elle a une fauteuil roulant en chaise roulante, peu importe. Fait que ça va accélérer leur travail. Donc, c'est ça. Les gens peuvent s'inscrire sur Internet bientôt. Sinon, il y a des dépliants qui vont être à plusieurs endroits. Se marquer sur le dépliant, sur votre communiqué aussi. Tu as le Centre d'aide aux proches aidants, le CLSC, l'Association des personnes handicapées, l'OGAID, la MRC, Périscope, les municipalités. On va en laisser ici aussi. Ça fait que c'est un outil qui est facile à remplir. Ils peuvent m'appeler aussi à la MRC. Moi, je peux les aider à le remplir. On veut que le plus de personnes possible qui ont des limitations. C'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde qui sont capables de se déplacer dans leur maison facilement. À Rivière-du-Loup, il y en a une soixantaine, si je ne me trompe pas, d'inscrits. Ça fait que si on a une trentaine cette année, on serait heureux. Chaque vie compte, ça fait que même si on a 4, c'est pas grave. Le but, c'est d'aider les pompiers et les intervenants dans le milieu là, pour sauver des vies. Sébastien vient de toucher un point important. Un pompier, là, c'est pas parce que tu as le titre de pompier, là, même si tout le monde compte sur les pompiers, puis quand tu appelles les pompiers, c'est rassurant, puis quand tu vois arriver les pompiers, là, c'est rassurant. Mais les pompiers, eux autres, c'est qui rassure? Moi, j'étais pompier, puis quand que tu reçois un call, là, quand ton Padjet vide, tu as une méchante décharge d'adrénaline, tu pars rien que sur le cul. Là, 5 minutes après, tu te rappelles plus. C'était où le feu? Faut que tu regardes ton Padjet une deuxième fois. Un pompier, c'est un être humain aussi qui vit des émotions intenses quand il va au feu. Sûrement qu'on a affaire, avec les pompiers, on a affaire là, aux gens les plus courageux de notre société, là. Les gens les plus braves de notre société. C'est tant mieux, puis c'est ça qui est rassurant, puis c'est ça qui rassure le monde. Mais les pompiers, il faut qu'ils soient rassurés aussi. Quand ils partent au feu, plus ils ont de détails, plus ils rentrent dans le sinistre, là, rassurés, puis ils savent où ils vont aller. Cet outil-là, je pense que pour les personnes les plus vulnérables, c'est un outil exceptionnel qu'on a mis en place. Vous allez voir dans le communiqué, je tiens à mentionner qu'on a fait ça aussi en la mémoire de Denis Lévesque, qui a été longtemps intervenant au niveau de l'éveil.
il était dans les travaux puis tout ça, mais malheureusement, il nous a quittés. C'est l'année passée? Ouais. 2020. 2020, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un projet là, un dossier qui tenait vraiment à cœur. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Luce Lepage. Je suis responsable de ISI pour la Croix-Rouge canadienne. ISI, ça veut dire l'équipe d'intervention au service aux individus. Ça veut dire que quand il y a un sinistre, quand il y a un incendie, les services d'incendie contactent la Croix-Rouge s'ils jugent qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont touchés. C'est sûr que si c'est un bâtiment industriel, ils ne nous appelleront pas parce qu'il n'y a pas de locataire ou de propriétaire. Mais quand les services incendie appellent la Croix-Rouge, nous, on va sur place, on rencontre les gens, puis les services qui sont offerts par cette équipe-là de la Croix-Rouge, c'est des services pour les 72 premières heures après le sinistre. Ça veut dire qu'on évalue les besoins, puis on va voir pour l'hébergement d'urgence, l'alimentation d'urgence, les vêtements, l'hygiène. Il y a différents volets lesquels, dans les 72 heures, on peut couvrir. Puis, à l'automne 2021, il y a eu un incendie dans la municipalité. Moi, je suis pour la Croix-Rouge depuis plus d'un an, mais on a eu une intervention, il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, on a fait des interventions pour répondre aux besoins. Et puis, je me suis aperçue qu'on n'avait pas d'outils à laisser aux gens, parce que les gens nous disent, tu sais, quand tu viens te passer au feu, tu es sous le choc. C'est pas là que tu retiens les consignes des pompiers, c'est pas là que tu retiens les consignes des intervenants. Donc, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir quoi faire après un incendie. Y a-tu de quoi qu'on peut se faire? Sonia a dit, on n'a rien non plus. J'étais venue voir le chef des pompiers, puis il a dit « Ah, en ville, il y a des dépliants, pas des dépliants, il y a un guide à Montréal. » Là, je suis allée sur Internet, le guide avait à peu près 50 pages. C'est pas ça qu'on veut, hein? Fait que là, je me suis mis à fouiller, puis on a trouvé un petit modèle qui était le service incendie Saint-Jean-sur-Richelieu, qui avait un modèle de dépliant qu'on pouvait laisser. Fait qu'avec la collaboration du CLSC, de Sonia, on a commencé à regarder ça, à démêler tout ça. On a contacté des gens qui avaient été sinistrés dans cet incendie-là. Puis quand on a réussi à mettre de quoi un peu en ordre, bien là, on s'est retourné pour dire, ça fait-tu de l'allure ce qu'on dit? Fait qu'on est allé voir Denis, et Denis a repassé à travers pour dire, hey, c'est bien le fun à d'éclairer ça. Donc, on a sorti le petit dépliant qui est ici pour que ça soit rassurant et sécurisant pour les personnes qui sont touchées par un incendie. À l'intérieur du petit dépliant, ça s'appelle « Aide-mémoire, quoi faire après un incendie ». C'est pour la MRC des Basses. Fait qu'on a un petit mot de soutien qui est là. Ensuite, quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a toutes les... immédiatement après l'incendie, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les 24 heures après l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis dans les jours suivants, il y a des conseils globaux pour soit locataire, propriétaire. Et puis, on retrouve en dos les numéros de téléphone importants, que ce soit les numéros plus gouvernementaux, si c'était sur l'aide sociale, comment tu rejoins, les hôpitaux, le CLSC, pour des vêtements, pour des meubles usagés. Fait qu'on a mis les principaux services publics et locaux en arrière. Et on s'est dit, à ce moment-là, ça va être dans les mains des intervenants de la Croix-Rouge, du préventionniste, des services incendies, puis on verra où on peut le distribuer aussi. Ce qui est important, c'est que ça va aider tout le monde, puis ça va surtout aider les gens qui sont sinistrés, parce que quand tu passes au feu, on a eu un autre l'hiver passé, ils ont tout perdu, la petite famille a tout perdu. On se disait, ouf, quand tu leur parles sur le coup, là, tu sais, c'est le trémolo dans la gorge, nous, on essaie de les apaiser, tout ça, mais on s'était dit, avec un petit outil comme ça, ça va donner un coup de main. Le financement, Bertin en a parlé. Ensuite de ça, le graphisme, on est bien content parce que si ça avait été fait, parce qu'on s'est aperçu à la Croix-Rouge qu'il y avait différents MRC qui s'étaient fait des petits dépliants, mais qui étaient plus maison, avec des listes, tout ça. Nous autres, on voulait qu'ils soient beaux, puis que les gens s'en souviennent, OK? Puis qu'ils soient utilisables beaucoup. Fait qu'on a fait affaire avec une graphiste locale, Isabelle Lévesque, puis c'est notre petit outil. Fait qu'en passant, la Croix-Rouge, on est dans les Basques, on est dans toutes les MRC au Québec. Et s'il y en a qui veulent être bénévoles dans mon équipe, gênez-vous pas, il reste une place de disponible pour aider votre communauté
lors de sinistres. Les deux outils qui viennent de vous être présentés, tu sais, Bertin disait, ça part de l'Alliance. L'Alliance, il y a différents chantiers. Fait que ça, dans le fond, c'est dans le chantier habitation. Puis il y a différentes initiatives. Mais à chaque fois qu'il y a une initiative, ça prend un porteur. Puis pour ces deux outils-là, c'est l'éveil. C'est Benoît, là, au niveau de l'éveil, qui est l'organisme porteur. Parce que s'il n'y avait pas de porteur, on ne serait pas ici aujourd'hui pour vous présenter ces deux outils-là. Bon, ben écoutez, ça là-dessus, ce petit guide, le petit aide-mémoire pour nous autres, c'est super le fun parce que, comme Luc disait, ces gens-là sont en état de choc. Puis il faut de quoi pour leur tomber un peu sur les deux pieds. Donc avec ça, je pense qu'avec ça, en donnant ça, ça va les stabiliser. Puis ils vont pouvoir partir sur des bonnes bases. Moi, le conseil que je peux dire, ben si ce soir c'est pas fait, chacun de vous devrait photographier les choses de valeur dans sa maison. Mettre ça sur une clé USB, puis mettre ça dans un endroit sécuritaire. Pas dans la maison, bien sûr, un autre endroit. Puis au moins, quand que les assurances arrivent pour payer vos affaires, vos TV, toutes les choses de valeur dans votre maison, ben, au moins, c'est ça, c'est pris ailleurs, c'est sécuritaire, et comme ça, ben, c'est moins difficile. Puis pour l'autre guide, ben, ça, c'est super important parce que nous autres, quand on arrive sur l'intervention, les pompiers arrivent sur l'intervention, on a deux modes. Soit le mode sauvetage, soit le mode extinction. Si les gens ne sont pas sortis du bâtiment, on ne sort aucune lance, donc on est en mode sauvetage. Fait que tant que les gens ne sont pas sortis du bâtiment, on ne sortira pas de lampe. Fait que pour nous, c'est important de localiser la personne en mobilité réduite, puis de la sortir. Ça prend 1, 2 ou 3 pompiers, on sait où est-ce qu'elle est, quel appartement. Donc, ça va être pas mal plus rapide, la sauver. Après ça, bien, quand tout le monde va être sorti, bien, on va pas pousser en mode extinction. Je pense qu'on va super bien aller avec ça, l'histoire de lampe. Ce qui manquait beaucoup dans les Mercedes-Benz. Fait que quelqu'un qui voudrait savoir quoi faire ou tout ça pourrait appeler un service incendie puis dire « Hey, le petit aide-mémoire, j'en ai besoin. » On va en laisser aussi les points de service du CLSC parce que souvent, après que si tu passé à travers un incendie, tout ça, tu es sous le choc, tu vas aller consulter au CLSC. On les réfère, c'est nos partenaires, le CLSC, aller à l'accueil psychosocial. Fait que les intervenants des accueils psychosociaux vont avoir des dépliants pour accompagner les personnes sinistrées. Moi, je voudrais savoir comment vous avez eu cette idée-là de créer ces outils-là, puis aussi depuis quand vous travaillez sur ce projet-là, parce que tantôt vous avez dit que ça fait quelques années, mais c'est vraiment depuis quand vous travaillez là-dessus? Dans le fond, on avait commencé déjà en 2011 à travailler sur un projet de ce type-là, mais on n'était pas prêt à ça, fait qu'on est retourné, on a recommencé à travailler dessus, je pense, en 2019. Puis avec l'Alliance, ça nous a donné une opportunité pour pouvoir développer l'outil. Parce que c'est ça, moi je savais pas que l'Éveil avait déjà travaillé ce dossier-là. Puis moi, c'est une intervenante qui avait une stagiaire au centre de santé qui a dit « Hey, Rivière-du-Loup a quelque chose d'intéressant. » Fait que j'ai ramené cette information-là à la table concertation vers l'autonomie. Puis c'est là que Benoît, comme dit, nous autres, c'est un dossier qu'on a déjà travaillé, puis on a déjà eu de l'intérêt. C'est pour ça qu'on j'ai retravaillé ce dossier-là avec Denis Lévesque que je vous ai présenté, que je l'ai parlé tout à l'heure. Puis ça a fini par fonctionner parce qu'aussi, il y avait des sous de disponibles au niveau de l'Alliance, puis il y avait un chantier habitation, puis il n'y a jamais eu de concertation en habitation dans les Basques. Puis nous, notre dépliant, c'est suite à l'incendie de l'automne 2021, où là, j'avais contacté Sonia, puis on s'était dit qu'il faudrait faire quelque chose. Fait que ça... Pas un an, on a mis ça, puis on voulait qu'il sorte pendant la semaine de prévention des incendies ou juste avant. Fait que notre timing a été bon. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu l'autorisation au niveau de la Croix-Rouge de mettre notre logo. Puis la Croix-Rouge, c'est quand même un gros organisme, mettent pas leur logo n'importe où, mais ils ont trouvé qu'on avait fait un très bon travail de collaboration avec les partenaires. Donc, on est bien fiers de faire partie de l'équipe. On ne veut pas intervenir, parce que le moins possible, hein, c'est toujours ça, c'est comme les pompiers, hein, on ne veut pas qu'ils nous appellent, on ne veut pas que ça sonne à minuit pour dire il y a une famille qui vient de passer au feu, mais je pense que c'est important d'être là quand ça arrive, puis de se préparer. Fait qu'on n'est jamais assez préparé. Fait que c'est souvent ça, les sinistres, hein, c'est se préparer avant pour être capable de passer à travers. Fait que ça, c'est un petit outil de plus. Puis, il va peut-être faire boule de neige, fait que notre aide-mémoire
va peut-être se répandre dans le bas du fleuve via le CIS, via les pompiers, via la Croix-Rouge, parce que le responsable de la Croix-Rouge pour le Bas-Saint-Laurent a été très étonnamment surpris du résultat qu'on a eu. Fait qu'il veut avoir la version électronique pour pouvoir distribuer ça à travers les autres équipes, puis même peut-être même au niveau du Québec que ça va se prolonger. Fait que on est la plus petite MRC, mais on a des bonnes idées. On s'est inspiré, on l'a mis à notre couleur. Oui, après ça, ben, oui. on va le partager aussi. On va le partager. C'est ça, la collaboration, je pense que c'est ça qui fait qu'on passe à travers. Puis c'est quelque chose d'important là, entre les organismes, puis au plus large aussi. Puis les bonnes idées, là, il y a beaucoup de monde qui en ont des bonnes idées, mais souvent ça bloque à l'argent. Je pense que le programme de l'Alliance, du Fonds québécois d'initiative sociale, comme l'FKIS, Fonds d'initiative sociale, en tout cas, c'est venu s'ascorer en tout cas dans ça. Puis c'est pas le seul endroit où on utilise ce fonds-là. Puis je pense que ça fait des petits. Ça paye pas instantanément. Mais là, tu vois, ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus. On accouche de ça aujourd'hui. Parce qu'on a mis plein de monde ensemble. Il y a d'autres projets aussi qu'on mène là, qui vont aller dans le même sens. Si on parle de partenaires, il y a beaucoup de citoyens qui ont été impliqués dans la MRC des Basques. Parce qu'au Bas-Saint-Laurent, au niveau de l'Alliance, c'est le mot d'ordre qu'on s'était donné, d'impliquer les citoyens. Il y en a qui avaient marqué un pourcentage, puis nous autres, qu'est-ce qui avait été décidé, c'est le plus de citoyens possible. Fait que, même pas nécessairement qui vivent la pauvreté, un proche aidant qui connaît quelqu'un de proche, tout ça peut être aussi contributif là, pour les différentes consultations qu'on a eues. Dans ce programme-là, on implique les gens, je dirais en guillemets, bénéficiaires ou potentiellement bénéficiaires des services qu'on met en place. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Des fois, on se faisait des réunions là, de 10-12 personnes, là, tu additionnes les salaires à 400-500$ de l'heure, juste pour parler de la pauvreté. Là. À un moment donné, ça devient gênant. Dans ce programme-là, on a intégré les personnes potentiellement bénéficiaires. Je pense qu'on appelle ça « faire avec ». Je pense que ça aussi, là, on marque des points avec ça. On avait leur avis quand on faisait quelque chose. Quand on faisait un pot, on avait leur avis. Nous, on a consulté des gens pour dire si vous passiez au feu puis vous recevriez ça, est-ce que ça vous éclairait? Puis ça a fait oui, c'est simple. Puis Sonia, tu as fait passer ça dans les mains de comités pour que ça soit facilement accessible. Au niveau du chantier, là, les gens qui sont impliqués au niveau de cette initiative-là, ils l'ont eu. Puis, ils ont trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Puis, ils veulent l'avoir. On ne veut pas passer au feu, mais on aimerait ça l'avoir avant. Quoi. Des fois, tu l'écris, puis dans ta tête, c'est clair. Puis là, on l'a fait lire ça. Je leur ai dit, si vous ne comprenez pas ou si c'est pas clair, dites-le. Puis ça, tellement. Ah, Caroline, c'est vrai. Ça fait que là, on leur travaille pour que ce soit super facile à comprendre. Puis dans nos bureaux, des fois, on pense que on a la tête dedans, c'est facile. Puis là, si vous faites à côté, ils font ouais, finalement, c'est ça, je comprends. On a travaillé tout ensemble, puis c'est valorisant pour tout le monde. Là, ils sont contents de donner. Ça fait un beau produit. Là. Maintenant, à l'émission, on vous présente une entrevue que j'ai pu avoir avec Jocelyne Albert, qui s'occupe du projet L'Envol. Qu'est-ce que c'est le projet L'Envol? Eh bien, je pense que Jocelyne nous l'explique très bien dans cette entrevue. Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre une personne que vous connaissez bien, Jocelyne Albert, pour nous parler d'un tout nouveau concept d'émission, L'Envol. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Tu es l'agente du projet L'Envol. Oui. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est le projet L'Envol? Oui, le projet L'Envol, c'est la nouvelle émission qui va passer à la télé communautaire au poste 705 à partir du 17 octobre prochain. Et voilà, c'est la suite, dans le fond, de Place aux aînés. C'est la suite de Place aux aînés. Okay. Bien, c'est sûr que le concept est le même, mais les horaires de diffusion vont être les mêmes aussi. Okay. Mais le projet, la subvention vient du comité de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de la MRC des Basques, okay, financé par Service Québec. OK. Et l'objectif de l'émission, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose que Place aux aînés? Comment est-ce que ça s'oriente?
Disons qu'au niveau des objectifs, ça vise à diminuer les préjugés. OK. On va questionner les organismes, la même chose, mais on va mettre en lumière les gestes de solidarité qui ont lieu dans la communauté. Et on va montrer aussi des parcours de certaines personnes en situation de pauvreté ou qui font partie de certains groupes marginalisés. OK. Puis aussi, qu'est-ce qui va être différent de Place aux aînés, c'est que toute la population est concernée. Les enfants, les familles, les jeunes, les adultes, les personnes aînées aussi, bien sûr. OK. Et au niveau de la structure de l'émission, est-ce qu'on peut s'attendre à, un peu comme Place aux aînés, il y avait comme 3 blocs. Est-ce que c'est un peu la même structure? Absolument, c'est dans ce sens-là, ça va être sensiblement la même chose. Dans le premier bloc, on va présenter un organisme de la région. Ensuite, il va y avoir un récit de vie qui, dans cette fois-ci, va avoir un lien avec l'organisme présenté. Okay. Ça peut être un bénévole qui est impliqué, c'est l'organisme qui décide c'est qui va faire le récit de vie. Et aussi, dans la troisième partie, c'est un volet qu'on a appelé « Bon voisinage » qui va mettre justement en lumière, va montrer des gestes d'entraide en lien avec l'organisme aussi. Okay. Je pourrais te donner un exemple. Ben oui. Dans la deuxième émission, il va y avoir Mme Mireille Dubé, directrice de la Maison de la famille, qui va présenter les services de son organisme avec son équipe. Dans le volet récit de vie, elle a demandé à 2 mamans qui ont accepté de parler de leur expérience depuis qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de fréquenter la Maison de la famille. Mm-hmm. Et dans le volet bon voisinage, ils ont l'occasion avec Fanny Gastonguay, qui est éducatrice là-bas, elle va pouvoir parler que les activités, ça n'a pas lieu juste à Trois-Pistoles, que ça a lieu aussi dans les villages et qu'il suffit aussi des fois d'en faire la demande, puis les gens, des fois, ne le savent pas que c'est pas juste à Trois-Pistoles. C'est vraiment dans les municipalités aussi. Les Basques, c'est plus grand que Trois-Pistoles. Puis dans cette émission-là aussi, vu qu'il restait du temps, on en a profité pour mettre une belle surprise, c'est que sur une belle musique, vous allez pouvoir visiter de façon virtuelle l'intérieur et l'extérieur de la Maison de la famille. OK. Ouais. Tu parles de la musique, ça me fait penser au niveau musical, au niveau de l'équipe. Faire un projet comme celui-là, ça demande énormément de ressources. Peux-tu nous parler un peu des personnes qui ont travaillé qui travaillent toujours sur cette émission-là? Oui, absolument. Il y a des personnes qui se réunissent une fois par mois, qui composent le comité d'encadrement. Il y a Mme Aline Denis, qui est directrice du Centre Femmes, qui est l'organisme porteur du projet. Il y a Mme Sonia Marchand, qui est organisatrice communautaire. Mme Stéphanie Lingfold, qui est à Cosmos Les Basques. Il y a Mme Alissa Simon-Bélanger, coordonnatrice du comité de l'Alliance. Puis Mme Francine Moret et Mme Annick Simon, qui sont citoyennes sur le comité de l'Alliance des Basques. Okay. C'est important de souligner les 2 personnes à l'animation qui ont accepté d'animer, présenter les émissions, Mme Amélie Brière et M. Maurice Vanet, qui à chaque fois vont venir en studio pour présenter les émissions. Et aussi, j'aimerais remercier justement les personnes qui se sont impliquées dans le visuel du générique, parce que là, on a de la musique, mais aussi, il y a M. Pierre-Luc Dubois qui a aidé à la recherche d'idées au début du projet et a fourni des images. Il y a des gens aussi qui ont accepté d'être photographiés. Puis toi, Marc-André, tu as eu la belle générosité de nous fournir une vidéo avec l'envol de ta bernache, qui a été sauvée. Dans le fond, soigné et sauvé par le Havre de la Faune. Le Havre de la Faune. Fait que ça, c'est vraiment représentatif, je pense, de notre émission qui se veut, justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, une situation de transformation. Aussi, je tiens à souligner la belle collaboration avec votre équipe, TCBH. Toi, Marc-André, Ghislain et Luc, là, vous faites une belle équipe. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil de le souligner. Peut-être que les gens vont se questionner au niveau des sujets de cette série-là. Peux-tu nous donner un peu en scoop là, des sujets qui vont venir? Oui, absolument. Disons, je vais vous donner les 7 premiers titres qui vont avoir lieu avant Noël. Okay. Il va y avoir la MRC des Basques, la Maison de la famille, comme je viens de le mentionner. Il va y avoir la santé mentale avec l'équipe du Périscope des Basques. Il va y avoir la sécurité alimentaire avec Croque Ensemble des Basques. L'auberge de jeunesse et boutique Le Cheval Noir, l'Association du cancer de l'Est et les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles.
C'est quand même assez riche. Oui, et après, il va y avoir comme d'autres sujets, comme les amoureux des animaux, la condition féminine avec le Centre Femmes et l'autre toit de Rivière-du-Loup, et le CAPAB, et aussi possiblement une classe en alphabétisation au niveau de l'école des adultes, avec Carole Bérubé et Christine Pelletier. On sent que le processus de cette émission-là est un peu, je ne sais pas si un peu plus riche, mais un peu plus riche que Place aux aînés. J'ai l'impression que l'expérience de Place aux aînés fait en sorte que cette émission-là va donner un rendu différent, j'ai l'impression. À t'entendre parler? Oui, bien, disons que c'est sûr qu'on a l'expérience aussi des 2 années, là, c'est certain, mais l'aspect un peu plus peut-être émotionnel ou de situations un peu plus difficiles, je pense que les gens vont pouvoir vivre. Peut-être, mais en même temps, on va essayer de mettre ça, que ce soit léger aussi, puis que ça soit avec de l'espoir, de la solution. Parce qu'il y a un peu l'envol, c'est un peu ça, hein? C'est de vivre des situations difficiles, mais de savoir aussi qu'il y a de l'espoir, puis que ça se transforme, puis que ça voilà, tu ne restes pas dans le négatif, tu t'en vas vers le positif. Puis on ressort comme avec un message de ça. C'est ça qu'on veut, que les émissions puissent donner l'espoir aux gens. Tu parles du titre, L'Envol. Oui. Peux-tu nous dire d'où ça vient? D'abord, il y a eu un concours auprès de la population et il y a eu vraiment des beaux noms. Là. Il y a eu une 60aine de noms, une 30aine de personnes différentes qui ont participé à ce concours-là. Alors, j'en profite pour remercier les gens. C'est vraiment super. Ainsi que le comité d'encadrement, au début, c'était comme pas évident de faire le choix là-dedans. Et là, à un moment donné, avec une belle façon le comité d'encadrement de trouver, on a priorisé chacun notre tour de nom en nom. Disons, on avait choisi nos trois préférés. Après, on a été choisir le préféré de nos 3 préférés, d'une façon comme ça, pour en venir à un consensus avec l'envol. Et c'est Mme Chantal Drouin de Sainte-Françoise qui avait trouvé ce nom-là, puis qui était associé à la musique qu'elle avait composée. Oui, effectivement. Qui a donné l'idée de le donner comme nom. La musique du générique qui est super belle, que vous allez découvrir. C'est vraiment un beau générique. D'ailleurs, on le regarde. C'est un super beau travail, en tout cas. Ça commence quand, cette émission-là? Oui, ça va commencer lundi, le 17 octobre. Et l'horaire de diffusion va être le même, le lundi à 10h, le mercredi à 20h et le vendredi à 14h. Les émissions, comme Place aux aînés, sont diffusées sur 2 semaines. Et aussi, il faut se rappeler que vous pouvez visionner sur le site Internet de TCBH 1 semaine après la diffusion. D'ailleurs, à ce sujet-là, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la TCBH pour ne rien manquer du contenu de l'envol. Vous pouvez activer les notifications et dès qu'un nouvel épisode va sortir, vous allez avoir accès au contenu directement sans avoir à vous questionner « Ah, c'est quand le prochain? » Le prochain va vous apparaître instantanément en notification. Merci Jocelyne, puis je te souhaite une belle continuité à notre équipe pour cette émission-là. Oui, merci beaucoup Marc-André pour cette opportunité-là. Merci. On est rendu à la moitié de notre émission. On prend une courte pause publicitaire et au retour, on vous présente les grandes lignes de ce qui s'est dit lors de l'Assemblée des partenaires Cosmos et pour l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. Ça avait lieu le 5 octobre à Saint-Mathieu-de-Rio.
Vous prenez soin d'une personne de votre entourage à temps plein? Vous aimeriez avoir un moment de repos? Le Capab dispose maintenant d'un endroit chaleureux pour accueillir votre personne aidée pendant quelques heures ou quelques jours. L'appartement est situé à l'intérieur de la résidence Montchez-nous de Saint-Éloi et les coûts sont de 25 $ par jour, incluant les 3 repas et l'assistance d'une préposée qualifiée du Capab durant toute la durée du séjour. Pour en savoir plus, composez le 418 851 4040. Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'Impératif français. Bonjour tout le monde. On m'a demandé de présenter le plateau de travail qui est le lieu d'apprentissage d'intégration et d'intégration au travail du Cheval Noir. Pour parler de ces deux lieux-là, je trouvais ça important de nommer les gens qui étaient sur le comité ISP. Parce que tout part de là. Disons que ça a été un facilitateur dans la mise en place de ces deux initiatives-là. Donc, pour comprendre aussi la dynamique qui est développée au sein de ce comité-là. Donc, il y a le 6 qui est représenté par Serge, qui est Serge-Campier, carrière sociale, Sonia Marchand, qui est en développement communautaire, je ne sais pas Sonia. Puis, il y a Ariane Campier qui est responsable du plateau de travail au comiste. À la commission scolaire du Club et des Lacs, on a la vente Arcade qui est Annie, qui est présente sur le comité. On a les 3 organismes d'employabilité. On a Isabelle Martin pour le service Accent-Emploi, Maxime Faubert chez Univers Emploi et on a Sonia Gagnon chez Emploi Québec. On a Julie du Centre Alpha qui est sur le comité. On a Stéphane Lucier du Motel Agricole. On avait Marie-Maud de la MFR durant la dernière année, donc Maison familiale rurale. Et on a Michel qui est conseiller en orientation, mais qui est présente des fois avec nous, qui siège sur la table de conseiller en orientation, mais qui s'implique plus en persévérance scolaire. Donc, pour la deuxième portion de l'avant-midi, on va procéder à une activité par table de travail qui s'appelle l'exercice des photos. Donc, vous allez être séparés par comité d'intérêt, donc les 5 comités qu'on a. On va se lancer tranquillement. Cet après-midi, vous avez une feuille avec un peu le déroulement, un petit retour sur l'état de la situation de l'Alliance dans les bâches, avec un petit regard aussi vers l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, mais surtout dans les bâches où on en est, puis ce qui a été c'est vécu dans les derniers mois, puis où on s'en va, on va déjà en parler un petit peu. On va après, comme ça fait longtemps qu'on s'est vu, longtemps que vous avez tellement entendu parler de ce qui s'est fait dans le cadre de l'Alliance, on va faire un topo de certaines des initiatives qui sont en cours, qui continuent. Certaines se sont bouclées et se sont terminées. On aura d'autres occasions pour en parler, mais celles qui avancent et qui continuent, on va mettre un peu d'emphase sur elles dans les topos en première partie, puis dans la deuxième partie aussi, vous le voyez. On aura peu de changements après la pause, un retour sur la phase comité de lutte aux préjugés. Puis à la fin, pensez-y si vous avez des éléments. On veut, vous entendre sur ce que vous aurez entendu, si vous avez des questions, demande de précision sur l'Alliance. Mais on a voulu mettre un espace aussi d'échange. Donc s'il y en a qui ont des appels à tous, des informations pertinentes pour bien des gens à partager, il y aura l'équivalent d'un petit micro ouvert où vous pourrez partager une ou deux informations qui pourraient être pertinentes et intéressantes pour tous ces groupes. Étienne a bien mis la table, on part, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille au niveau de l'Alliance. Je me rappelle les premiers mois, il y en a plusieurs qui disaient il semble qu'il y a des réunions, c'est du blablabla. Est-ce qu'on va finir par faire des actions concrètes, des initiatives?
comment je peux dire, on ne peut pas toutes vous les présenter, mais on va vous donner vraiment un avant-goût de ce qui a été réalisé. On va vous parler de Urgence Secours Adapté. Il y a Sébastien qui va venir me rejoindre. Au niveau d'historique, il y a Pascal Moret, je ne sais pas si vous connaissez, au niveau du CIS, ergothérapeute. Elle était venue me voir, puis elle avait eu elle avait eu une stagiaire. Sa stagiaire, elle avait découvert qu'à Rivière-du-Loup, il y avait ce programme-là, Action Secours Adapté. Elle disait, ça serait intéressant, elle disait, elle s'est informée, puis on n'a pas ça dans la MRC des Basques. Et je passe le micro à Sébastien qui va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Nous autres, on l'a appelé Urgence Secours Adapté. Donc, Urgence Secours Adapté, c'est un registre informatique qui permet d'informer rapidement les premiers répondants des conditions particulières d'une personne en cas d'évacuation d'urgence. Donc, si une personne est handicapée ou aveugle ou peu importe ce qu'elle a, elle indique sur le beau formulaire que vous avez ici, que je vais pouvoir vous donner ceux qui en veulent, et dire que moi, j'ai besoin d'avoir ma marchette pour me déplacer. Ma chambre est la première porte à droite, au premier étage, si elle crée quelque chose. Fait que là, on lance ça sur la centrale du 911. Quand il arrive un problème, les pompiers arrivent, ils offrent ça comme information sur leur radio. Fait que les visiteurs peuvent rentrer, ils peuvent aller directement sur cette chambre-là pour que ça soit plus rapide. Quelque chose qui vient de naître dans la MRC des Basses, un espace de vie communautaire, je demanderais à deux personnes de s'avancer, à Pierre-Luc et à Aïssa. Bien, bonjour, moi c'est Aïssa. J'ai plusieurs chapeaux aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment mélangeant. Je vais essayer d'être claire à chaque fois. Fait qu'aujourd'hui, je suis là dans le cadre de cette initiative-ci, je représente le collectif Le Récif, qui est l'organisme porteur de l'initiative de l'espace de vie communautaire. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Je suis chargé de projet en fait pour le développement d'un tiers-lieu, qui est un espace communautaire qui est ouvert à tout le monde, en fait, dans les Basques, qui est un passage. Au fond, ouvert à tous, c'est dans le fond avec les enfants. Au fond, les mineurs sont bienvenus aussi dans la mesure où ils sont accompagnés par des parents. C'est égalitaire, c'est accessible aux personnes handicapées. Et dans le fond, c'est un espace qui est ouvert autant aux citoyens qu'également aux organismes communautaires aussi. On m'a souvent donné l'image que c'est un peu comme une maison des jeunes, mais pour adultes. Moi, je préfère le voir comme étant un parc, mais à l'intérieur. Parce que dans le fond, on a juste comme plusieurs tables. Il y a du monde qui vient autant jazzer la musique, puis t'en as d'autres qui viennent faire une rencontre d'affaires, puis t'en as d'autres juste boire un 4 minutes tranquille. C'était ma troisième semaine d'ouverture, puis jusqu'à maintenant, ça a été quand même un grand succès. Donc, malgré les heures d'ouverture qui sont un peu limitées, j'ai quand même plus qu'une vingtaine de personnes par jour. J'ai déjà vu des belles initiatives, en fait, qui viennent des citoyens pour des citoyens, autant dans l'entraide que dans le partage d'informations, que dans le soutien moral, en fait, même pour certaines personnes. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire tantôt le porteur. Pour le porteur, pour cette initiative-là, c'est le Récif de Rivière-Pistole. Tantôt, pour les deux outils que Sébastien vous a présentés, c'est la MRC des Basses. Ah non, c'est pas vrai, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Hey, ça vient de longtemps. Le dernier avant, comment on fait ça? On fait ça en deux blocs. Et non le moindre, le chantier alimentation. Je peux vous dire que le chantier alimentation dans la MRC des Basses s'est démarqué par rapport à l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que ça fait des années que Cosmos travaille au niveau de l'alimentation. Et c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, les travaux n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été mis sur pause. Cosmos a poursuivi. L'action qui a été déposée là, à l'Alliance, c'est l'embauche d'une ressource, un agent en concertation au sujet des projets alimentaires. Donc, ça comporte beaucoup de petites actions. Comme on a mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans les basses là-dessus, je vais quand même essayer de faire un topo complet, même assez rapide, là, des différentes initiatives. Je vais commencer avec l'initiative des incroyables comestibles. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est d'offrir aux citoyens et aux citoyennes de la MRC un accès à des bacs de jardinage pour qu'ils puissent récolter ce qu'ils poussent, puis aussi les inviter à participer à l'entretien des bacs. Donc, il y a une trentaine de bacs qui ont été prêtés à des municipalités, à des commerces dans tout l'ensemble de la MRC. La grande majorité des bacs sont à 3 pistoles, pour des achats à 3 pistoles, mais il y en a quand même un dans chacune des municipalités des Basques.
Donc, l'idée, c'est que les premières années, ça a été soutenu beaucoup par Cosmos, par les employés de Cosmos et par l'agent alimentaire. Donc, la première année, ça a été planté, entretenu par Cosmos, mais là, cette année, on était à la deuxième phase de plus d'autonomisation du projet. Donc, à partir de cette année, c'est vraiment les propriétaires de bacs qui sont responsables de planter, d'entretenir l'ensemble des bacs. Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup d'éducation à faire, parce que ce sont de petits bacs, et on a remarqué cette année qu'il y avait été, les choses avaient été plantées beaucoup trop serrées, manqué d'arrosage. Donc, c'est un beau work in progress qu'on va poursuivre avec la gang de Cosmos. Comment est-ce qu'on peut continuer à sensibiliser? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, on se rend compte peut-être des fois, il manque un peu d'écoute de la part des propriétaires de bacs. On avait l'idée de faire des monocultures, de faire un parcours plus avec traitement de gens de se déplacer. Ça fait pas aussi l'entretien d'avoir juste une chose par bac. Donc il y a plein d'idées qui restent à pousser. Ce projet-là est en poursuite. Par la suite, on a cueilli sur le DAC. Pour ceux qui étaient là en première partie de journée avec Cosmos, c'est vraiment un projet qui a beaucoup collé à Croissant. On est super fiers. C'est une gang de cueilleurs qui sont allés aux fraises, je pense, au début de l'année. Donc, Cueillette sur le DAC est un projet de glanage qui a pour but vraiment de réduire le gaspillage alimentaire en récupérant des fruits et des légumes qui sont inexploités ou invendus chez les maraîchers ou chez les particuliers, puis on les redistribue là, à la communauté. Comme Louis-Philippe vous explique tout, c'est le principe de un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers pour les propriétaires chez qui on va cueillir, un tiers pour les bénévoles, puis un tiers pour la banque alimentaire ici pour Croissant. Donc, chaque saison, il y a un emploi d'été qui est engagé pour s'occuper de mobiliser les bénévoles, puis aussi de structurer le projet, de créer des partenariats avec les maraîchers, les maraîchères, avec les propriétaires privés. Donc, c'est un super projet, comme aussi je le disais tantôt. On a commencé avec près de, je pense, 1000 kilos là, à l'an 1 de récolte qui a été redistribué après ça, un tiers. Là, on a doublé presque cette année le poids de nos récoltes. Puis, on pourrait encore en faire plus si on avait davantage d'espace de stockage. On est toujours un peu bloqué à côté ensemble par nos locaux limités. Donc, c'est un projet qui pourrait avoir encore plus d'ampleur. Puis, je pense que c'est le début de quelque chose de super intéressant. Les frigos collectifs. L'idée des frigos collectifs, ça s'appuie essentiellement sur deux volontés, soit celle d'éviter le gaspillage alimentaire et celle de promouvoir des valeurs comme la générosité, la solidarité sociale en partageant des surplus de nourriture. Donc, dans un frigo collectif, une personne peut déposer ou prendre les aliments, des plats laissés par d'autres personnes, des citoyens, des restaurateurs, la cuisine collective, etc. Alors, tout le monde a accès au frigo, puis on peut profiter de ce qui s'y trouve et réduire en même temps notre gaspillage alimentaire. Donc, il y a plusieurs frigos qui sont distribués sur le territoire. On a Saint-Clément, qui est un frigo, et d'ailleurs, c'est simplement ici que vous voyez. On a Saint-Rita, Saint-Simon, on a aussi Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu et Trois-Pistoles. Donc, on a 6 frigos au total. C'est un projet qui va bien dans l'ensemble. Il y a des. Qu'on s'est rendu compte qu'il allait bien parce qu'on y met beaucoup d'efforts. Quand on y met beaucoup d'efforts, ça fonctionne dans le sens où est-ce que il n'y a pas encore d'automatisme qui a été créé chez la population d'aller porter des denrées, d'y aller. Quand on va l'emporter, on le publicise, ça part tout de suite, on sait que ça sert. C'est bien, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation, puis aussi de lutte aux préjugés qu'on a à faire parce que certaines personnes pensent que les frigos s'adressent seulement aux personnes en situation de pauvreté ou d'insécurité alimentaire, alors que c'est vraiment dans une optique plus large de lutte au gaspillage. Donc, encore plein de belles choses. Ça va bien en général, mais on sait qu'on a encore du travail de sensibilisation devant nous. On a aussi l'animation articole qui a été supportée. Là, on voit le beau coco c'est Béatrice et Nico. Donc, il y a beaucoup encore d'accompagnement des animateurs horticoles dans les différents projets de jardins communautaires, jardins collectifs de la MRC. On a des jardins qui ont poussé dans les dernières années. C'est vraiment le cas d'en voir dans les différentes municipalités. Il y a les jardins de Côte-Cassette qui se sont fondés au BML, qui ont pris beaucoup d'essor. Il y a le jardin Saint-Mathieu l'année passée qui ont commencé des activités. Puis aussi les jardins installés depuis longtemps qui se poursuivent.
Donc, cet accompagnement-là des animateurs horticoles, c'est aussi une façon de faire de l'éducation populaire, de sensibiliser les gens à une saine alimentation pour tous. Donc, c'est encore des choses super positives qui se font pendant notre saison estivale. On soutient aussi le jardin de domaine de l'école secondaire, puis aussi le projet Foresti-Fruits à la hauteur de nos moyens. Il y avait aussi d'autres belles initiatives que je vais passer plus vite parce qu'il y a les centres d'action bénévole qui se sont impliqués beaucoup au niveau de la popote roulante. Il y a des popotes roulantes qui ont été mises en place un peu partout sur le territoire de la MRC. Je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, mais c'est certain qu'il y a des grandes avancées qui ont été faites aussi. Puis je crois que c'est un bon succès aussi. Il y a des choses qu'on a en tête aussi pour structurer l'offre du dépannage alimentaire. Donc, nous, c'est certain que dans les prochaines années, quand on se projette avec Pot Ensemble, les projets de développement de projets alimentaires, ça serait probablement le développement d'une épicerie économique pour venir structurer un peu notre offre de service. Présentement, on fait des boîtes de dépannage alimentaire, puis avec l'augmentation des besoins dans le milieu, on pense qu'il y a une certaine limite à cette façon de faire, donc on aimerait ça restructurer tout ça. Donc, les projets d'épicerie économique qui étaient au plan d'action concerté Cosmos Alliance, ce n'est que partie remise, disons. On travaille là-dessus activement. Sinon, il y a aussi le marché solidaire. Là, moi, je n'aurais pas été informée bien à l'avance de ma présentation, mais j'aurais pu demander à François de venir. Est-ce que François, c'est trop dernière minute, tu veux venir partir et parler du marché solidaire? Ben oui. Parce que, bon, ça fait le tour un peu pour les projets de l'embauche d'une chargée de projet en alimentation. Puis, il y a un deuxième projet en alimentation qui était déposé, qui était le marché solidaire. L'idée du marché solidaire, c'est un genre de double objectif. Là, le premier, de créer une mixité sociale plus importante au sein du marché public, donc pas nécessairement dans le conseil d'administration, mais vraiment dans la population cible qu'on va aller chercher au marché public et créer donc une espèce de milieu de vie qui va au-delà finalement de la simple vente d'un producteur productrice ou d'un artisan à une cliente ou un client. L'idée, c'est vraiment de créer donc, une mixité sociale. Mais sinon, là, le but de notre alliance avec l'Alliance, c'était surtout pour une application sociale au marché public. Donc, après avoir cherché un petit peu les indicateurs de comment se passait, qui était finalement la population des Basques, ben, on se rend compte que finalement, ben, il y a quand même un besoin au niveau, c'est ça, d'une saine alimentation pour tous. Puis l'idée, donc, c'était de pouvoir permettre à des gens donc, de 3 organismes différents, soit Pot Ensemble des Basques, le Périscope des Basques, puis le Centre d'aide aux proches aidantes et aidants des Basques, de permettre à leurs membres, finalement, d'avoir un 50% de rabais sur l'ensemble des produits qui sont vendus au marché public. Donc, que ce soit de l'alimentation, mais aussi d'autres objets de première nécessité, parce que quand même, dans nos artisans, là, des personnes qui font des objets de premier plan quand même aussi. Donc, l'idée, c'était d'apporter une tarification sociale qui, en projet pilote, donc c'était notre année 0 cette année, pour voir donc la participation là, des membres de ces organismes-là. Bon, je ne sais pas si c'est le moment de faire l'autocritique, là, mais ce qui est sûr, c'est que ça a commencé tranquillement, mais sûrement. La publicité, la fin de la pandémie n'a pas nécessairement aidé non plus à propulser autant que je pensais ce projet-là. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on voit quand même une mixité sociale là, importante, je pense, là, au sein du marché public. Puis aussi le fait d'intégrer de plus en plus de personnes là, à l'achat local et de démystifier finalement là, tout ça, ben, je pense que ça permet de pouvoir parler avec plus de personnes, de faire profiter certaines activités aussi gratuitement à des gens qui n'auront peut-être qui veulent bien venir au marché public. Mais voilà, c'est le projet du marché solidaire qui, j'espère, pourra continuer en une première vraie année non pilote. Mon rôle, c'était vraiment de s'assurer de la participation citoyenne au cœur de l'Alliance pour la solidarité des Basques. Il y a aussi Louis-Philippe, quand lui était agent local, qui a beaucoup participé aussi à mobiliser les citoyens et les citoyennes dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité des Basques. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu tout le travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais en premier lieu, dans le fond, mon autre mandat, parce que j'avais plusieurs chapeaux,
c'était aussi de travailler pour le comité de lutte aux préjugés, qui était un des chantiers qu'on avait pendant l'Alliance pour la solidarité des basses. Et mon rôle, c'était de faire une création collective avec les citoyens et les citoyennes qui étaient impliqués dans le chantier de comité de lutte aux préjugés. Et une des premières initiatives qu'on a mises sur place, ça a été de faire des envois postaux, où est-ce qu'on envoyait ça à tous les citoyens et les citoyennes dans les Basques pour récolter des récits de vie, des témoignages, des idées en lien avec l'exclusion sociale et la pauvreté. Et ce que ça a fait, on a mobilisé 45 personnes, ça fait 45 personnes qui se sont impliquées dans cette espèce de récolte, de consultation publique qu'on a faite auprès de la population. Et ça, on s'entend que c'était pendant la pandémie. Donc, on a perdu énormément de bénévoles pendant la pandémie, et le fait d'avoir fait cette initiative-là a permis de relancer la participation citoyenne pour l'Alliance. Et avec le comité de lutte aux préjugés, on a approché ces 45 personnes-là et on a gardé ça quand même très, très ouvert au niveau des questions, puis qu'est-ce que les gens ils pouvaient partager avec nous, parce que c'est quand même un sujet qui est très sensible. On ne peut pas juste dire comme « raconte-moi ton expérience de pauvreté ». C'est comme, fallait comme rester très, très ouvert à qu'est-ce que les gens avaient réellement envie de partager avec nous. Fait que oui, il y a eu des récits de vie, mais il y a surtout eu des points de vue sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent de l'Alliance pour la solidarité des Basques. Les gens avaient vraiment plus envie de nous dire « voici les problématiques que je vois qui se passent dans nos communautés, voici les solutions que moi je pense qui pourraient fonctionner ». Et à partir de toute cette récolte d'informations-là, ben nous, on a créé le rapport CLAP. Parce que nous, le comité de lutte aux préjugés, par après, on a monté des actions, on a créé des événements intergénérationnels, il y a le projet mural, plusieurs d'entre vous que j'ai approché pour vous parler de ça, je vais revenir là-dessus. Mais toutes les idées que le comité de lutte aux préjugés, par la suite, ont mis sur pied, viennent des citoyens et des citoyennes. Il n'y a rien qui a été créé par quelqu'un qui travaille dans un bureau puis qui s'invente des solutions, puis qu'après ça, on essaie de l'appliquer sur le terrain. Tout ce que le comité de lutte aux préjugés a fait a été inspiré par le rapport du comité de lutte aux préjugés. Et la raison pourquoi après ça, on l'a mis en document, c'est qu'on trouve que c'est un super bon outil pour les organismes, pour les milieux scolaires, pour les milieux communautaires, pour plein de personnes qui travaillent avec les citoyens et les citoyennes dans les Basques, de se dire, c'est quoi les réelles préoccupations des personnes, puis c'est quoi aussi les solutions qui sont proposées par ces personnes-là, puis de s'inspirer de ça, surtout si en plus on imagine qu'il y aurait une prochaine alliance, mais au lieu de recommencer le travail à nouveau et de se demander qu'est-ce que les citoyens et les citoyennes veulent, il y a déjà des pistes d'idées qui sont proposées dans le rapport CLAP. Bonjour tout le monde. Comme Sonia le disait, dans le fond, au début, quand elle m'a demandé pour venir faire la présentation, je disais oui, mais on n'a pas été financé par l'Alliance, dans le fond, mais ça s'est fait vraiment en même temps que l'Alliance. Puis je pense que le travail qui a été fait par la Fondation Orge a vraiment permis, dans le fond, de bien camper c'était quoi la situation en transport. Ça a donné un bon coup de main parce que c'est un défi de taille. Le défi de la mobilité sur le territoire, c'est vraiment un gros défi. Je ne pensais pas vous parler non plus de transport. Si on m'avait dit il y a 2 ans, tu vas parler de transport un jour, je n'y aurais pas pensé. Je vais vous juste faire une petite mise en contexte. Dans le fond, moi, je travaille pour le GIED des Basques. Le GIED, c'est une entreprise d'économie sociale qui offre des services à domicile. Les services qui sont offerts, c'est de l'entretien ménager, de la préparation de repas. On fait des commissions aussi. On offre des soins aussi depuis 2 ans, des soins d'hygiène aux personnes en termes d'autonomie. Et qu'est-ce que le transport vient faire là-dedans? Ça se peut poser la question. En fait, nous, on a accueilli un beau projet il y a 2 ans. Avec le début de la pandémie, c'est arrivé en même temps. C'est un projet de gériatrie sociale qu'on a accueilli au sein de notre équipe. Et pourquoi la gériatrie sociale, dans le fond, c'est parce qu'il y a un docteur qui est à Québec qui a eu l'idée que, parce que lui c'est un gériatre qui travaillait à l'hôpital, qui se rendait compte que les aînés arrivaient à l'hôpital souvent ils étaient mal en point.
qui se disaient, mais mon Dieu, comment ça se fait que les gens arrivent, ils sont si mal en point? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir, les aider à prendre en main leur santé avant qu'il soit aussi tard? Donc, c'est parti de ce désir-là, c'est un mouvement, dans le fond, la gériatrie sociale, qui a pris naissance à partir de l'idée du docteur Lemire. Et actuellement, il y a 6 projets pilotes au Québec. Nous, on est un des 3 premiers projets pilotes au Québec. On était le premier projet pilote en milieu rural. C'est une grande fierté pour nous à Belgique d'avoir accueilli ce projet-là. Et c'est parti, dans le fond, de la gériatrie sociale, la fameuse question du transport. Juste pour aussi faire une petite mise en contexte, la gériatrie sociale, c'est quoi? Dans le fond, nous, on a une équipe, on a une intervenante qui travaille vraiment avec les aînés, à les accompagner vers les ressources du milieu. C'est ça le mandat de la gériatrie sociale, c'est vraiment d'aider les aînés, aussitôt qu'il y a une situation qui nous sonne une cloche, quand nous voyons cet aîné-là, il n'a pas l'air à filer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, elle va rencontrer les aînés, elle regarde c'est quoi les besoins, puis elle accompagne la personne vers les ressources du milieu pour essayer de prévenir des situations. Donc, vous imaginez qu'en temps de pandémie, ça n'a pas chômé, hein, parce que les aînés, ça n'a pas été facile cette période-là pour eux. Et c'est vraiment à partir de là qu'est venue la question, le besoin de transport. Bon, alors la deuxième initiative qu'on a avec l'Alliance, ça part aussi du chantier habitation. C'est suite à l'expérience des travailleuses de milieu, de Catherine, de Madone, et aussi d'Isabelle Blouin qui était au CAPAB, nous disait qu'il y avait plein de personnes qui avaient des petits travaux à faire. Ça pouvait être aussi simple que serrer les meubles de patio. Ils attendaient à Noël quand les enfants venaient parce qu'il n'y avait personne pour leur aider. Et ça peut être aussi simple que la TV est plus sur le poste et ils sont plus capables de mettre la manette. Fait que là, ça peut attendre jusqu'au lendemain. Puis les personnes aînées viennent qui sont trop gênées pour demander aussi parce que c'est la deuxième fois que le voisin ou le deuxième voisin vient, ben là, ils ont peur de passer pour vraiment tout le temps déranger. Et nous, on avait déjà une expertise d'un autre centre au niveau des centres d'action bénévole, le centre La Source, qui ont ce service-là. Fait qu'on a dit, on va joindre l'utile à l'agréable, on va partir de leur expertise, puis on va la placer au niveau du centre d'action bénévole. Mais c'est pas si simple parce que, dans le fond, c'est un recrutement de bénévoles encore. Et comme vous savez, c'est pas facile de ces temps-ci. Mais on a beaucoup d'espoir qu'on va finir par le mettre sur pied. On a quand même des envoyés dans chaque foyer. Vous avez sûrement eu notre petit dit quel service qu'on a. Présentement, on va envoyer aussi au niveau des bénévoles. Fait que ça va vraiment aller dans chaque maison. Et aussi, par la porte d'à côté, on a été approchés pour une recherche-action avec Hirondelle. Sûrement que plusieurs connaissent Hirondelle. Parce que ça part aussi d'un grand regroupement qu'il y avait eu, puis il y a eu des projets qui ont sorti. Et nous, on a été choisis pour faire partie de la recherche-action. Fait que dans le fond, il y a un comité de pilotage qui est sur pied. On a eu une première réunion. Il va y avoir 2 citoyens qui vont être sur le comité aussi pour nous aider à vraiment s'enligner du bon pied. Et il y a des chercheurs du Cégep de la Gaspésie. Alors, il y a 2 personnes qui vont travailler avec nous. Ça va être Sarah-Jane Parent, puis aussi Simon Marié-Bouchard et Hirondelle. Et on va, faire les étapes à mesure. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait que si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont le goût de faire un petit peu de bricolage, des choses très simples, appelez au centre ou écrivez-nous un petit courriel. Merci beaucoup.
c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets à couvrir, je vous invite à nous écrire sur tcbh.tv, à vous abonner encore une fois à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.